BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Le sujet sur la table. Quelle est l'importance de la RSE, de la responsabilité sociale de l'entreprise, du point de vue des candidats qui postulent aux entreprises, et est-ce que c'est important pour les autres parties prenantes des entreprises? C'est la question dont on va discuter dans les 10 prochaines minutes avec mes deux invités. D'abord, bonjour Caroline Renoux. Bonjour. Fondatrice de Birdeo et People for Impact, qui va porter la parole des candidats et puis des entreprises recruteuses. Et Enguerrand de Crémier, bonjour. Bonjour. Managing Director chez Kroll. Avec vous, on va se mettre dans les chaussons du point de vue des investisseurs, par exemple, des financiers, mais aussi, pourquoi pas, des ONG ou des autres parties prenantes qui ont aussi voix au chapitre sur une politique RSE déployée par les entreprises dans lesquelles ils mettent des billes, dans lesquelles ils ou elles sont, par laquelle ils ou elles sont concernés. Alors d'abord, Caroline, je vais vous laisser nous donner un petit peu de contexte. En quoi une politique RSE d'une entreprise est un gage d'attractivité pour les candidats et les candidates en 2023? Alors, ça dépend de la politique RSE, puisque globalement, la plupart des entreprises ont une politique d'entreprise RSE. Donc, la question, c'est de savoir à quel niveau elle se situe, pardon, et en termes d'engagement et d'authenticité aussi, où se positionne l'entreprise. Et pour vous, Enguerrand, du point de vue des autres parties prenantes, pourquoi c'est, alors à défaut d'être un gage d'attractivité, un gage de crédibilité, une politique RSE qui tient debout et qui est solide? Bien, tout d'abord, c'est un levier qui est à disposition des sociétés, des entreprises, pour améliorer leur réputation. Leur image, c'est extrêmement important. Alors vis-à-vis, bien sûr, Caroline venait de le mentionner, vis-à-vis des jeunes, des personnes qui cherchent du travail, mais aussi vis-à-vis des clients, vis-à-vis des fournisseurs, et puis vis-à-vis plus globalement de l'ensemble des personnes qui observent les entreprises au jour le jour, travailler avec l'ensemble des parties prenantes. Donc il y a la réputation, la transparence, le fait de peut-être gérer les risques vis-à-vis notamment des talents. Caroline, j'imagine que les jeunes sont très à l'écoute des employeurs concernant les thématiques d'égalité, d'insertion, de diversité. Sont des choses qui sont extrêmement importantes, j'imagine, pour eux. En tout cas, c'est ce que je peux observer. Moi, sur les risques et sur les jeunes, je voudrais préciser deux choses. C'est que, effectivement, c'est important, une politique RSE pour les risques de ne pas faire fuir les talents, mais pour les risques tout court, parce que les entreprises qui sont dans l'agroalimentaire, et là je parle du point de vue employeur, le changement climatique, ça a déjà un impact, donc faire en sorte de le réduire pour continuer à pouvoir acheter et produire à manger, c'est de la gestion de risque. Et après, on parle beaucoup des jeunes qui s'intéressent à ces sujets, et c'est vrai, mais ce que je constate, c'est que les moins jeunes, les cadres expérimentés, c'est vraiment des sujets aussi qui les portent, et ils ont aussi beaucoup d'exigences et de plus en plus sur ces thématiques. Caroline, précision, quand on dit les jeunes, comment vous nous bornez la génération dont vous parlez? Les jeunes, moi je dirais les jeunes diplômés, voilà, entre 20 et 25 ans. Moi ce que je constate, c'est que des cadres expérimentés, donc on va dire à partir de 30-35 ans jusqu'à ce qu'on appelle les seniors, donc après 50 ans, ont de plus en plus des exigences aussi très fortes sur ces thématiques. Enguerrand, quels sont selon vous les différents aspects qui composent une politique RSE d'une entreprise aujourd'hui en 2023? Alors il y a plein d'aspects, je ne sais pas s'il y a une règle, mais en tout cas ce qui est à peu près certain, il y a le E d'environnement, l'empreinte écologique, l'usage des matériaux, des matières premières, l'empreinte carbone qu'on laisse. Bien sûr, il y a l'empreinte, il y a le S aussi, social, les relations avec les clients, les fournisseurs, les employés, l'égalité des chances. Il y a la gouvernance, la mixité dans les boards, toutes les thématiques aussi d'absentéisme, de formation des équipes, jeunes et moins jeunes. Oui. Et puis bien sûr, il y a d'autres thématiques qui sont importantes, comme l'éthique, des chartes d'éthique qui sont extrêmement importantes pour les sociétés. Et bien sûr, les aspects économiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont très intéressées par laisser une empreinte positive sur des tissus économiques, sur le développement de filières, on parlait de l'agroalimentaire, et sur laisser une empreinte
positif, au-delà des rendements financiers, bien sûr, qui sont aussi attendus par les sociétés. Caroline, lesquels des aspects que vient de lister Enguerrand sont les plus scrutés par les candidats que vous croisez dans votre profession? Alors, ce que les candidats vont chercher à savoir, ça va dépendre du type d'entreprise et ils vont s'intéresser à ce qu'on appelle la matérialité, c'est-à-dire quel est vraiment l'impact de l'entreprise, quelle est son empreinte. Je vais vous donner un exemple, le secteur bancaire. On va prendre une banque. Une banque qui a des locaux éco-responsables et une politique de pas imprimer, c'est très bien. Mais en vrai, là où elle a un impact, c'est sur les investissements qu'elle fait. Donc ce que vont regarder les candidats, c'est est-ce qu'il y a une politique RSE sur ces thématiques? Est-ce qu'il y a des engagements? Est-ce qu'il y a des labels aussi? Ça fait partie des choses qui sont regardées. Est-ce qu'il y a une ambition? Où est-ce que la RSE est positionnée dans l'organigramme? Est-ce que ça dépend de la communication? Est-ce que c'est au comité de direction? Est-ce que le directeur, est-ce que le PDG est engagé? Voilà, tout un tas d'éléments qui vont être scrutés vraiment par les candidats. Enguerrand, du point de vue d'autres parties prenantes, vous avez cité tout à l'heure les clients, les fournisseurs, les investisseurs par exemple. Est-ce qu'un désalignement entre ce qui est promu par une entreprise et ce qui est matériellement vérifiable, aujourd'hui, peut être un deal breaker? En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous perdez la confiance de vos clients et de vos fournisseurs, vous avez moins de chances de réussir dans les affaires. Et c'est vrai que vos clients, ils vont faire très attention à la qualité de vos produits, à la façon dont ils sont fabriqués, au respect de l'environnement, l'empreinte que vous laissez dans le processus de fabrication et au niveau de l'approvisionnement. Vos fournisseurs, ils vont faire aussi très attention à la façon dont vous conduisez vos affaires, à la gouvernance, la façon dont vous êtes organisé, la transparence et aussi si vous êtes, on va dire, conforme, il y a une conformité dans la façon dont vous mettez en place l'ensemble de vos processus à l'achat et puis aussi vis-à-vis, bien sûr, de vos clients. Caroline, on est à quelques jours de la journée des femmes, puisque cette émission est enregistrée fin février. Je suis obligée de poser la question, puisque ça va être le marronnier des prochaines semaines. On en est où de la mixité dans le RSE? Est-ce que l'égalité homme-femme est particulièrement un sujet inévitable aujourd'hui? Comment vous qualifieriez l'évolution depuis quelques années? Alors, c'est effectivement un sujet absolument inévitable. C'est un sujet sur lequel il faut continuer à se battre. Je vais vous donner un exemple. On a constaté dans les conseils d'administration, on parle beaucoup de climat maintenant. Donc ça y est, le climat, on a compris. Et bien, ce qu'on a constaté, c'est que on parle davantage de climat, mais du coup, on parle moins de la mixité et du coup, ça baisse. Donc ça fait partie de ces sujets qu'il faut toujours mettre sur la table. Est-ce qu'il y a des conséquences à négliger sa mixité, en particulier du point de vue des parties prenantes? Il y a des conséquences très importantes. C'est du point de vue des investisseurs, ils ont une grille d'analyse avant de procéder à un investissement. Et on parlait du E pour l'environnement, mais au niveau du S et du G. La mixité au niveau des organes de direction des sociétés, c'est un critère qui est de plus en plus regardé. Ça veut dire que si vous n'y êtes pas, vous ne passez pas le processus de qualification pour l'investissement. Et puis au niveau des équipes, globalement aussi, c'est un critère qui est de plus en plus regardé. Et personne n'y échappe. C'est un courant extrêmement fort et comme vous l'évoquiez, même si récemment voilà, le climat fait que c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu moins regardé, non, il y a une tendance de fond où les investisseurs et les différentes parties prenantes, pas uniquement les investisseurs, les employés font extrêmement attention à ces thématiques de mixité et d'égalité aussi au niveau donc, des traitements et au niveau des perspectives de carrière aussi. C'est ce que j'observe beaucoup chez nous, chez Kroll. On parlait d'alignement. Finalement, la RSE aujourd'hui, ça s'inscrit dans un monde en quête de sens. La RSE, ça a l'air un peu d'être le dénominateur commun entre les entreprises et les salariés. On avance vers un projet. Quels sont vos conseils quand vous parlez à vos clients pour accoucher d'une politique RSE cohérente? Est-ce que vous avez encore aujourd'hui des clients ou des prospects qui viennent vous voir en vous disant voilà, on est au niveau zéro, par quoi je commence? Quels conseils on peut donner?
Alors, moi j'ai effectivement des clients qui arrivent et en toute humilité qui disent « nous sommes au niveau 0 et nous avons besoin de faire des choses ». Donc moi le premier conseil que je leur donne, c'est déjà quand même de faire une analyse de ce qu'ils font, parce que très souvent, on se rend compte qu'il y a quand même des actions, soit sur la mixité, soit sur l'environnement, soit sur le développement local qui sont faits. Notamment parce que alors les grandes entreprises ont toutes, parce que c'est obligatoire, une politique RSE depuis longtemps. C'est quelque chose qui est plus récent pour un certain nombre de PME et d'ETI. Et souvent, elles ont un ancrage familial et ou local assez fort, et il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Et puis après, c'est se rapprocher de leur fédération professionnelle pour voir les tendances de ce qui se fait et de se fixer un niveau d'ambition et de s'y tenir. On ne peut pas tout révolutionner du jour au lendemain et être parfait du jour au lendemain, c'est impossible. Donc il faut avoir une feuille de route et s'y tenir. Enguerrand. Alors, moi, je ne conseille pas les clients sur ces sujets-là, mais en tout cas, ce que je peux vous dire de ce que j'essaye de faire, ce qu'on a essayé de faire chez Kroll récemment, c'est de créer une fondation qui permet d'accompagner les financements de causes qui nous sont chères. Ça, c'est extrêmement important. D'avoir un impact positif au niveau des pays où nous sommes présents. Nous avons aussi créé un bureau à impact positif, des initiatives positives pour avoir aussi ces impacts dans les pays. Et puis, nous avons mis en place en septembre dernier ce qu'on appelle un mois Kroll Care. Nous faisons attention. Nous avons demandé aux équipes d'avoir des actions, nettoyage des plages, initiatives. Et derrière, il y a eu du cofinancement par la société pour abonder un fonds destiné à soutenir un certain nombre d'œuvres. Donc ça, c'est ce que je peux observer et c'est ce qu'on essaye d'encourager parce que ce sont des thématiques qui sont extrêmement importantes, j'imagine, pour tous les employeurs. Pour conclure, tous les deux, on parle beaucoup de greenwashing. Les candidats, notamment, ne sont pas dupes des entreprises qui mettent en avant des démarches ou une logique, disons, très écologique. Comment on fait pour, plus généralement, au-delà du green, ne pas faire du RSE washing sur les différentes lettres de l'acronyme RSE? Comment on fait pour être vrai et pour être dans la matérialité, pour reprendre votre expression tout à l'heure, Caroline, pour conclure? Il faut se former et s'informer et sensibiliser l'ensemble des collaborateurs sur ces thématiques, parce que parfois le greenwashing, c'est la plupart du temps pas fait exprès, pas voulu, c'est juste... Souvent de la maladresse, vous percevez? C'est de la maladresse et il y a un manque d'information sur les sujets. Donc la sensibilisation, la formation est nécessaire pour tous les collaborateurs. Enguerrand, la recommandation? Avec les années qui viennent, on va des années un petit peu plus faciles pour nous, puisqu'on va voir, il y a des directives, il y a des réglementations, il y a des critères, il y a des tableaux de bord qui vont pouvoir être il y a des tableaux de bord, il y a des sociétés qui vont venir contrôler tout ça, etc. Et donc on va vraiment pouvoir parler de choses factuelles, auditables et traçables dans la durée. Et donc je pense que ce sera tant mieux pour tout le monde. Voilà, pour une fois qu'on accueille de manière enthousiaste un peu plus de réglementation. Et ben on va finir sur ce mot positif. Merci beaucoup à tous les deux, Enguerrand de Crémier, Managing Director chez Kroll, et Caroline Renoux, à la tête du cabinet de chasse de tête Burdeo, et People for Impact. On va finir cette émission avec quelques recommandations pour éviter le burn-out. Restez avec nous.